Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue dans 52 minutes avec. Détrompez-vous, le sport n'est pas qu'une activité physique. Le sport, c'est aussi de la culture. Après tout, ne parle-t-on pas d'arts martiaux? Depuis quelques années, beaucoup ont commencé à ranger le sport dans la même case que les arts. Et justement, notre invité d'aujourd'hui est une grande personnalité du monde du sport et de la culture, un précurseur. Et il le tient sans doute de ses parents, de son histoire de famille. Un homme qui a compris très tôt, au début des années 70, que le Maroc pouvait produire des champions, pouvait être sur les plus prestigieux podiums du monde, gagner des médailles et battre des records. Et comme toutes les personnes en avance sur leur temps, on l'a pendant longtemps pris pour un illuminé. Puis, quand ses prédictions se sont réalisées, à force de travail et d'acharnement, on a à ce moment pris pour un homme à éliminer. Bref, c'est un homme qui a le flair, la classe, l'art, la manière et le savoir-faire, un concentré de qualité plutôt rare. Un dénicheur de talent, un alchimiste qui a pendant de longues années transformé la sueur en or. Pendant de longues années, dans chaque médaille olympique, chaque titre mondial, chaque foulée, chaque centimètre de seconde grappillé, chaque record pulvérisé, il était pour quelque chose et souvent pour beaucoup de choses. Aziz Daouda, un nom qui rime dans notre mémoire et notre histoire sportive et notre histoire tout court, avec l'âge d'or de l'athlétisme marocain dans les disciplines du demi-fond, de celui de l'excellence, du dépassement de soi, des victoires et des records auxquels on s'était tellement habitué qu'on les croyait acquis à jamais. Cela semblait tellement facile et évident que certains ont pensé que tout le monde pouvait le faire. Mais comme l'a écrit l'écrivain russe Nikolai Karamzin, l'histoire est encore plus rancunière que les hommes. Et l'histoire nous a montré le revers de ces médailles. Notre invité d'aujourd'hui a été, entre autres, et à deux reprises, pendant 9 ans, directeur technique national d'athlétisme, directeur des équipes nationales marocaines pour les Jeux Olympiques de Los Angeles en 1984, directeur des études à l'Institut des sports Moulay Rachid, et il est à l'origine de la création du centre d'entraînement d'athlétisme différent, du Collège des athlètes de Rabat en 1980, de l'École nationale d'athlétisme et de l'Institut national d'athlétisme en 1994. Il a été tout au long de sa carrière, couvert d'honneurs, de distinctions et de décorations, dont le Wissam Al-Riyadi, première catégorie, décerné par feu Sa Majesté Hassan II, et il a été désigné meilleur technicien au monde par l'IAF en 1999. Il est aujourd'hui directeur technique du développement à la Confédération africaine d'athlétisme et membre du comité technique de l'IAF. Il est aussi chroniqueur radio à 16h. Bienvenue, chers collègues alors, très heureuse de vous recevoir sur notre plateau. C'est moi qui suis honoré de faire cette première. Et sincèrement, je ne sais pas si je mérite cette présentation, mais en tout cas, merci beaucoup. Vous la méritez amplement, mais je n'allais pas lister merci beaucoup. tous les, ce que vous avez fait dans votre carrière, parce que c'est une carrière, c'est 30 ans. Ce n'est pas que les 9 ans, parce que vous avez commencé très tôt, c'est toute une vie. On va peut-être commencer, on connaît Aziz Daouda, le directeur technique, le manager, peut-être un petit peu connaître l'homme. Vous êtes né à Rabat, à Diorjama. Je suis né à Rabat le 15 mai 1951 à 11h47. À 11h47. À la maternité de Rabat. À la maternité de Rabat. Voilà. Mais vous êtes originaire d'un peu plus bas. Vous êtes originaire de Ouarzazate. Mon père est originaire de Ouarzazate. Je suis fier descendant de Sidi Daoud, qui est le saint de Ouarzazate. Et ma mère est de Fès. Et votre mère est de Fès. Quelle coïncidence. Oui, oui. Là, on voit une très jolie photo. Oui. Alors c'est moi tout bébé jeune, c'est moi bébé à l'âge d'1 an à peu près, ou moins d'1 an, avec ma défunte maman, effectivement. Alors ma maman a la particularité d'avoir été l'une des premières filles dans une école moderne. Sidi Allah, qui était un homme en avance sur son temps, il avait une seule fille, c'était ma maman, et il a pensé que c'était bien pour elle d'aller à l'école, et donc il l'a inscrite à l'école. C'était pas évident à l'époque. Oui, c'était pas évident à l'époque. D'ailleurs, dans la famille, enfin, ce qu'on me raconte, c'est que dans la famille à l'époque, l'entourage et tout ça, tout le monde était offusqué. Et comme quoi, pourquoi elle portait une jupe, pourquoi elle sortait, elle partait toute seule, l'école, etc., etc. Pourquoi l'école, pourquoi l'école, pourquoi l'école, pourquoi l'école. Alors, j'ai dit que l'avant-gardisme et le fait d'être précurseur, c'est votre famille, c'est dans les gènes peut-être. Il y a votre grand-père déjà, il y a votre père aussi. Parce que votre père était... Alors, mon père a été le premier adjoint de santé marocain. D'accord. C'est lui qu'on voit ici. Oui, c'est lui. C'est vous, avec lui? C'est moi encore. Au même âge, pratiquement. Au même âge, oui. Parce que mon père adorait les motos.
Alors imaginez-vous qu'il faisait la distance entre Rabat et Ouarzazate à moto, sur les routes de l'époque. Parce que cette moto a fait Rabat-Ouarzazate. Déjà en voiture, on faisait ça carrément en 14, 15, voire plus d'heures. Et en moto, c'était encore plus compliqué. Il se ressentait ce plaisir à faire ça en moto. À faire ça en moto. Ouais. Je vois, il y a beaucoup de photos, quand je vous ai demandé de photos, quelques photos avec les cousins à Ouarzazate. Oui. Vous avez gardé ce lien fort avec les origines? Aujourd'hui, voilà, nous avons toujours notre maison là-bas avec les cousins et les cousines. Parce alors à l'époque, l'été, notamment à l'occasion d'Eid el-Kbir, on se retrouvait tous là-bas, toute la famille, et croyez-moi qu'on était très nombreux. Alors donc tous mes oncles avec tous leurs enfants, on se retrouvait pour le Moussem de Sidi Daoud aussi, parce qu'on était les descendants de Sidi Daoud, nous devions être présents au Moussem, et donc on était là tous ensemble, et c'était l'extase, c'était fantastique pour nous de retrouver tout le monde. On se voyait une fois par an déjà. Donc, oui, déjà, parce que c'était loin, même si votre père le faisait au moto. Mais alors, c'est des parents exceptionnels, courageux, parce qu'on voit qu'ils sont courageux. Oui. Ils ont 8 enfants, 8 universitaires. Voilà. Ils ont fait du bon travail. Et leurs descendants, sont en train de mieux faire encore. Oui. Alors, vous êtes né à Diorjama, et Diorjama, c'était pas loin à l'époque de l'Agdal. On appelait ça, nous, quand on était jeunes, on disait de Diorjama que c'était la capitale de la capitale. La capitale de la capitale. La capitale. Parce que c'était vraiment un centre névralgique. Alors, Diorjama, c'est quoi? C'est un quartier que le protectorat avait construit pour y caser les cadres moyens marocains et pour contrôler un peu le nationalisme des Marocains, parce qu'il y avait un nationalisme naissant, donc très fervent, et tous ces jeunes-là qui habitaient, parce que c'était des jeunes familles, des jeunes couples qu'on avait placés là-dedans, qui habitaient ce quartier, étaient pratiquement tous dans la mouvance nationaliste. Et je me rappelle par exemple que le Moul Fakhr du quartier avait été tué par la police française, parce que c'est là que les gens, quand ils rentraient, ils laissaient les tracts, ils laissaient leurs armes, etc. Ils les cachaient pour le Fakhr. C'est ça. Et donc la police a eu vent de ça et ils sont venus, ils l'ont carrément liquidé. Donc, une enfance heureuse à Diorjama. Vous avez commencé comme la plupart des enfants marocains. Au début, ce n'était pas dès le départ l'athlétisme, c'était le foot. Oui. Vous alliez jouer dans les... Alors, on jouait au football. Terrain de Mouyamna. Terrain Mouyamna, effectivement. Mouyamna, c'est qui d'abord? Parce qu'il y avait à l'école Hbès. C'est là où vous avez fait votre école primaire. Mes premières années d'école primaire. C'est dommage, c'est une école qui est fermée. Moi, je profite de l'occasion pour demander au ministre de l'Éducation nationale d'aller jeter un coup d'œil là-bas. Il est anormal que cette école soit fermée. Elle peut servir de musée, elle peut servir de centre culturel, elle peut servir à beaucoup de choses. Une architecture fantastique. Alors la dame qui tenait l'école, donc qui faisait office de gardienne, femme de ménage, en fait, s'appelait Mouyamna. Et juste derrière l'école, il y avait un terrain vague, donc on l'a appelé comme ça gentiment Mouyamna. Alors, voilà. Vous étiez très inventif parce que non seulement vous baptisiez les terrains, mais vous inventiez des circuits. Oui. Vous inventiez des circuits quand vous avez commencé à courir. Vous couriez avec qui à l'époque? Tout le monde dans le quartier courait. Et donc on avait 3 tours. Est-ce que vous couriez parce que vous voyez que les Français couraient? Non, pas du tout. Ça n'avait rien à voir. C'était dans le cadre des jeux. C'est quelque chose qu'on a trouvé. Voilà, exactement. En fait, on avait Dora Sghera, Dora al-Kbira ou Dora Diel Bab Tamsna. Donc, quand on voulait faire du sprint, on faisait un petit tour qui faisait le tour de Ferran, etc. Et quand on voulait faire un peu plus long, donc on faisait Dora al-Kbira. Mais Dora al-Kbira, en fait, on sortait sur la rue Émile Zola, etc. et on rentrait dans le quartier. Et Dora al-Kbira, elle était vraiment longue, donc on partait pour quelque chose comme 3 km jusqu'à Bab Tamsna, etc. On faisait le tour du jardin d'essai, etc. Oui. De la partie basse du jardin d'essai. La partie basse. Ouais. Où est-ce que vous vous êtes inscrit la première fois en athlétisme? Parce que vous étiez un athlète, pas tout le monde ne sait pas que vous étiez un athlète et que vous aviez fait beaucoup d'athlétisme. Donc je me suis inscrit jusqu'à aujourd'hui d'ailleurs, j'en suis le président aujourd'hui, à l'Olympique marocain. Ouais. Parce que au stade d'athlétisme de Rabat, au stade municipal d'athlétisme, qu'on appelle aujourd'hui stade Laoufer, du nom du premier président, enfin du second président de la Fédération royale marocaine d'athlétisme, il y avait 2 grands clubs qui étaient le stade marocain et l'Olympique marocain, et il y avait aussi moins grand le Maghreb Rebaté, et le Hilal qui a disparu malheureusement, et je crois qu'est-ce qu'il y avait encore, et le FUS, je pense. Oui. Le FUS. Donc, quand on est arrivé là-bas, bien évidemment, j'ai été dans le club où il y avait déjà des gens de Diorjama.
C'est ça, c'est normal. Tout naturellement. Il y a des photos qu'on pourra voir de vous jeunes, pas celle-là. Alors celle-là, c'est au Collège des Orangers. C'est le Collège des Orangers. Alors, malheureusement, je ne reconnais pas beaucoup de têtes. Je reconnais Msfioui Abdelhaq, je reconnais Chbihi, je connais Talbi, quelques noms. Oui. Mais déjà à l'époque, je jouais déjà à la petite starlette, donc tout le monde autour de moi. Oui, oui. Il y a une autre photo où vous courez, on va peut-être la passer tout à l'heure. Vous étiez bon élève? Je pense. Vous étiez bon élève? Je pense, c'est qu'en fait, j'étais très sélectif. Il y avait des matières que j'aimais bien, où j'avais de bonnes notes, et d'autres où j'avais de moins bonnes notes, parce que comme les élèves d'aujourd'hui, il y a des matières qui ne sont pas excitantes bien du tout. Bien sûr. Cette photo, c'est de l'époque... Alors, ça, c'est mes débuts. C'est les débuts. C'est mes débuts à la fédération. Vous devez avoir 14 ans? Non, c'est mes débuts à la fédération. Déjà, oui, je faisais mais j'étais très jeune. Oui. J'ai commencé à la fédération au début des années 70, avant de partir en Roumanie. D'accord, on va y arriver à la Roumanie. Avant de partir pour les études supérieures, je devais être en 6e année de l'époque, c'est-à-dire l'année du baccalauréat. Avant de passer à ce voyage en Roumanie qui est décisif parce qu'il va déclencher beaucoup de choses. La tradition dans cette émission, c'est que l'invité ramène un objet qui compte pour lui, qui est symbolique. Et on va découvrir, après ce jingle, l'objet que vous avez choisi de ramener. Je vais vous dévoiler quelque chose à laquelle je tiens beaucoup. Qui ne m'appartient pas, mais à laquelle je tiens beaucoup. Enfin, elle m'appartient indirectement. Alors, c'est une médaille. Je ne sais pas si la caméra peut capter ça. Oui. Alors, c'est une médaille. C'est la première médaille que le Maroc a jamais remportée au championnat d'Afrique. Donc, en 1978, c'était la première édition des championnats d'Afrique. Et cette médaille a été remportée par Fatima Al-Fakir sur 400 mètres haies, mon épouse, sur 400 mètres haies. Et c'était la première fois qu'on courait le 400 mètres haies à ce niveau-là. Et donc, si vous voulez, pour moi, c'était une consécration et le début de quelque chose. Parce qu'après cette médaille, on a eu plein de titres africains, mondiaux, etc. Mais ça a été la première. En quelle année? En 78. En 78. C'est la première médaille qu'une femme ait remportée. Qu'une femme, parce que la toute première, c'était Radi, oui, au marathon en 1960. Aux Jeux Olympiques. Aux Jeux Olympiques. De Radi, puis il y a eu des médailles aux Jeux méditerranéens avec Bakir Issa, avec et puis le 400 mètres, et dans le monde entier, il n'était pas... Non, c'était les débuts. C'était le début. C'était le début de l'épreuve. Et on avait choisi, donc moi j'avais choisi d'orienter des filles vers cette épreuve, notamment mon épouse. Oui. Et à l'époque, elle faisait partie des meilleures du monde. Et tout naturellement, elle a gagné les premiers championnats d'Afrique. Et depuis, c'est l'épreuve où on a le plus de titres au niveau africain et mondial. Absolument. Parce qu'après, il y avoir Nawal, il y y avoir Zahra Bidouane. Et puis toutes celles qui ont été championnes d'Afrique après, je crois Zahra Al-Shgar, des tas de noms. Est-ce que vous êtes tombé amoureux de votre femme parce qu'elle était une excellente athlète? Qu'est-ce qui vous a le plus rapproché? C'est très personnel. Je ne sais pas. Vous avez des affinités? On avait des affinités, on s'est connus bien avant les médailles. Bien avant les médailles. C'est moi qui l'ai entraînée. Donc ce n'est pas parce qu'elle a remporté une médaille non, pas du tout, pas du tout. Que vous l'avez épousée. Pas du tout. Quoique, aimant l'athlétisme à ce point, vous auriez pu. Possible. Mais le hasard a fait qu'on se soit rencontrés ensemble, qu'on ait fait par la suite les mêmes études et qu'on a eu une vie, disons, très proche l'un de l'autre parce qu'on est du même métier. Absolument, voilà. Vous partagez beaucoup de choses. Cette photo, c'est à Bucarest, non? Alors, non, au stade municipal de Rabat, stade de Ofer. Alors, après une année en Roumanie, on était en vacances ici, donc on était là, j'étais tout fier avec ma petite cravate, etc. On était venus juste regarder ce qui se passait dans l'athlétisme marocain. Donc, on se voyait déjà cadre. Manager, parce que vous aviez eu un savoir-faire. C'est-à-dire qu'on était étudiants, donc, mais on se sentait peut-être en avance avec un peu plus de savoir que les autres. Le voyage en Roumanie, vous avez eu cette bourse et vous êtes parti, vous avez été rejoint par votre épouse. Racontez-nous ce voyage. C'est une occasion de remercier et puis de prier pour l'âme de Saad Rahman Mdkouri. Donc en fait, parce que il y avait dans les années 70, donc
le patron de l'athlétisme, le patron technique de l'athlétisme, c'est Hamid Boukhar, avait fait une sélection. Oui. Et il s'était rendu compte que dans la sélection, il y avait plein de jeunes filles qui s'entraînaient avec moi. Parce que j'étais entraîneur dans mon club. Et donc, tout naturellement, il s'est dit, bon, je vais prendre ce jeune. Donc, il m'a pris comme adjoint. C'était en 70-71. Donc, il m'a pris comme adjoint. Vous devez avoir 20 ans, très jeune. C'est ça qui m'a fait découvrir à Saad Abdelrahman Mkouri, qui était patron des sports à l'époque, qui va me proposer une bourse. Il m'avait donné la possibilité de choisir entre Bucarest, Leipzig en Allemagne, en RDA à l'époque, et Kiev, comme par hasard. Oui, Kiev en URSS à l'époque. À l'époque, c'est l'URSS. Donc, c'est quelque chose qui m'avait bouleversé parce que moi, je pensais être un bon étudiant à la faculté. Donc, je me voyais déjà économiste, je me voyais des choses. Et pour moi, l'athlétisme, c'était juste un passe-temps, quelque chose qui me passionnait, mais je ne me voyais pas me consacrer ou consacrer ma vie à ça. Donc, je lui ai demandé la possibilité de demander à mes parents et de réfléchir à la question. Il m'a dit, bon, tu as une semaine, va réfléchir. Et le soir même, au Café de la Paix, à l'époque, on se retrouvait entre sportifs au Café de la Paix, tout près de la gare, c'était le Café des sportifs. Je rencontre Abdullah Blinda, qui était mon ami, qui était athlète avec nous et handballeur. Et je lui dis, voilà ce qui se passe, etc. Et puis il me dit, hey, il faut que tu ailles en Roumanie. C'est lui qui a choisi pour moi. En fait, pourquoi il a choisi pour moi ou il m'a influencé? Parce que l'équipe nationale de handball venait de passer un stage, il était membre de l'équipe nationale de handball, venait de passer un stage en Roumanie l'été même, où la proposition m'a été faite avec un entraîneur qui s'appelait Schuster à l'époque en allemand, qui les avait amenés en stage là-bas. Et il ne racontait que de belles choses de la Roumanie. Parce qu'il était parti en été. Voilà. Voilà, parce que là, c'est une photo en Roumanie. Est-ce qu'on peut voir Madame Fatima Al-Fakher? Parce qu'elle est aussi sur la photo. Pourquoi cette photo est importante? Alors, la dame au milieu, c'est elle qui est intéressante. La dame au milieu, Argentina Menis, était championne olympique du lancer du disque. Et nous étions très amis. Et ce jour-là, par exemple, tout particulièrement, on était assis, on regardait une compétition d'athlétisme. Et sincèrement, elle était entre nous deux, elle nous aimait beaucoup, on l'aimait beaucoup, c'était une amie. Et je me disais, mais nous aussi au Maroc, on peut un jour avoir des champions olympiques, c'est pas possible. Les Roumains à l'époque, ils en avaient 2 ou 3. Il n'y avait pas de raison que le Maroc n'en ait pas aussi. Voilà, c'est ça. Vous savez, c'est des rencontres comme ça qui vous font réfléchir, qui vous poussent dans vos retranchements de réflexion. Oui. Et puis ça mûrit. Là, on vous voit tous les trois. Oui. Voilà, Fatima était très jeune. Très jeune. D'ailleurs, c'est l'année où elle va commencer à courir le 400 mètres. 400 mètres. Est-ce que la Roumanie, quand vous êtes arrivé, était comme ce que Blinda Al-Rahmou vous a décrit? Parce que c'était un choc, je crois, quand vous êtes arrivé en Roumanie. C'est pas tellement ça. En fait, Blinda avait passé 2 semaines. Donc 2 semaines, on ne voit rien en 2 semaines. Au contraire, on ne voit que les belles choses. Mais ce que j'ai admiré en Roumanie, c'est la ténacité des gens, le travail, l'amour du travail, la culture. J'ai découvert des choses qui m'ont ouvert l'esprit, qui m'ont ouvert les yeux. Oui. Et beaucoup de compétences en activité physique. Beaucoup de compétences. Alors, en Roumanie, à Bucarest, vous avez décroché un diplôme des études supérieures en éducation physique et sport, justement à l'université de Bucarest. Parce qu'à l'époque, on disait DES, parce qu'on faisait une licence et un diplôme des études supérieures. Juste après, c'était on appelait ça DES. Le doctorat, c'était l'ancien système. L'ancien système. Mais vous partez aussi au Canada. Oui. Est-ce que vous partez au Canada dans la foulée? Non, pas dans la foulée, parce que je suis rentré et j'ai commencé à travailler au Maroc. Et j'ai eu un problème au ministère et j'ai eu un problème d'équivalence de diplôme. En fait, moi, après la licence, j'avais fait ce DES pour accéder à l'échelle 11. Pour ceux qui sont de l'administration, ils savent ce que c'est. Et la commission qui regardait les diplômes, etc., avait estimé que, en fait, il y avait eu de l'opposition de certains qui... Oui. Parce que j'étais le seul cadre marocain à l'époque à être à l'échelle 11 ou à avoir le droit à l'échelle 11 en matière de sport. Et donc, les gens ne voyaient pas ça d'un bon œil. Oui. Et ils m'ont tout simplement proposé l'échelle 10. Et Fatima, donc mon épouse, avait mal pris ça. Et elle s'est décidée à partir. C'est elle qui est partie la première au Canada. Et je l'ai rejointe 2 mois après. Alors, au Canada, vous êtes parti au départ avec l'intention de vous installer là-bas. Qu'est-ce qui vous a fait revenir? Parce qu'il s'est passé quelque chose qui vous a fait revenir. Alors, il y a des choses fantastiques. D'abord, je ne supportais pas d'être très loin de mes parents, déjà. Et ensuite, il y a eu quelqu'un qui est, Allah yatawwal amro, c'est Abdelhamid Ghissous, qui était secrétaire général du ministère, avec lequel j'avais gardé contact,
à l'approche des Jeux méditerranéens de 83, donc le Maroc allait organiser les Jeux méditerranéens de 83, m'a fait la proposition, a insisté pour qu'on rentre, pour rendre service au pays. Et puis la petite fibre nationaliste qui reprend l'éducation des parents, etc. Et puis on se dit, vous êtes revenu. Effectivement, pourquoi ne pas revenir et travailler pour le pays. Les Jeux méditerranéens, c'était une opportunité inestimable. Ah, fantastique, parce qu'à mon âge, je ne pense pas que s'ils avaient été ailleurs qu'au Maroc, j'aurais eu la possibilité d'avoir autant de responsabilités. Oui. J'étais quand même directeur adjoint. Oui, oui. Vous étiez président de la commission technique nationale de la fédération. Ça, c'est entre 77 et... Oui. Mais, parce que j'ai toujours fait en parallèle la fédération et le ministère. Alors, en 78, quand vous êtes à la fédération et que vous parlez de médailles, de champions, les gens ils croyaient que vous déliriez. Hein. Ben oui. C'était pas évident d'être en décalage et puis qu'on... En fait, il y avait une incompréhension. C'est-à-dire que la génération de l'époque, c'était les gens qui sortaient du protectorat. Et donc, tout ce qui était bon venait de l'étranger, et venait notamment de France. Donc, les connaissances venaient de France, tout venait de France, le savoir-faire venait de France et rien d'autre. Et moi, qui revenais d'un pays comme la Roumanie, donc, c'est pas important, je ne savais pas grand-chose. Et quand je disais que si on s'attelait à travailler convenablement avec un plan, avec une stratégie, etc., on pouvait à terme avoir des médailles aux Jeux Olympiques, parce qu'à l'époque, il n'y avait pas de championnat du monde, donc on ne parlait que des Jeux Olympiques. Ben, les membres de la fédération, parce que je m'étais présenté à la fédération, j'avais été élu à la fédération, me prenaient pour un illuminé. Oui. Et j'ai eu les pires difficultés à faire admettre certaines choses. Bon, toute cette génération nous a pratiquement quittés aujourd'hui. Bon, je comprends que cette résistance, c'est parce que, en fait, la fascination des résultats mondiaux faisait qu'on se voyait toujours, on raisonnait en termes plutôt d'infériorité. Absolument. Des difficultés, en fait, et des résistances, vous allez en avoir tout au long de votre carrière. Vous allez avoir beaucoup d'opposants, mais vous aviez aussi des adjuvants, des gens qui vous ont soutenu, qui étaient aussi visionnaires que vous, et pas des moindres. Il y avait deux personnes, une personne particulière qui avait la même vision que vous, qui déjà en 83 avait misé cette équipe, parce qu'on va voir... En fait, il y avait 2-3 personnes qui vous soutenaient et pas n'importe lesquelles. Alors, j'ai été soutenu par Abdeltif Smlali, puisqu'on a créé, il m'a permis de créer l'école d'athlétisme. Il m'a donné des responsabilités au ministère, parce que j'ai eu de très importantes responsabilités au ministère. Il m'a associé pratiquement à toutes les grandes décisions, aux Jeux, etc. Et il me faisait appel dans beaucoup de discussions très intimistes avec lui pour ce qui est de la politique, etc., en matière de sport. Je participais même à la rédaction de certaines réponses au Parlement, etc. Donc ça m'a boosté. Et il y a eu Abdelrahman Nkouri, qui a eu beaucoup confiance en moi, que je retrouve, c'est-à-dire qui m'avait permis d'aller faire des études en activité physique, mais qui m'a aussi permis d'être avec lui et de diriger la fédération avec lui pendant très longtemps. Et c'est-à-dire, c'est un contexte. Puis il y avait Hassan II aussi. Oui, alors j'y arrive justement. Alors ce contexte a fait que les premiers résultats nous ont fait connaître auprès de Sa Majesté. Les prémices des résultats, pas les résultats, les prémices des résultats. Et Hassan II, alors en 83, bon, vous savez, la fameuse photo où Hassan II tient les mains et Nawal, beaucoup de gens pensent que c'était après les Jeux de 84. C'était en 83. Il y avait l'équipe nationale, je crois, qui jouait. Je crois que c'était une finale de Coupe du Trône. Oui, finale de Coupe. Et Hassan II était venu présider. Et il a demandé à décorer Nawal et Aweta à cette occasion. Et quand ils sont venus, le protocole les avait placés sur la ligne de toutes les personnalités qui allaient être décorées, parce qu'ils n'allaient pas être les seuls à être décorés. Oui. Et quand Sa Majesté est arrivé, il a donné ses instructions, j'ai vu juste le geste, de mettre Aweta et Nawal de côté. À part. Ils les ont sortis, donc personne ne comprenait ce qui allait se passer. Et à un moment donné, c'est Sa Majesté lui-même, donc Allah yarhamou, qui a eu un geste fantastique, un geste je considère que c'est le geste fondateur de l'athlétisme, qui va marcher vers les deux,
qui va se retourner vers la tribune officielle et qui va leur soulever les bras. À l'époque, Nawal n'était que demi-finaliste des championnats du monde. Il n'était pas encore champion olympique. Oui. Alors, je ne sais pas ce qui s'est passé dans sa tête, mais je devine que c'est quelque chose qui a dû les booster d'une façon fantastique. Sûr. Moi, en tous les cas, je me sentais plus que fier. Oui. J'allais exploser de joie parce que c'était un geste royal extraordinaire. Est-ce qu'on n'a jamais vu Hassan II soulever le bras de quelqu'un? Oui. C'était le début d'une très belle aventure. Avant que j'oublie, je voudrais saluer la pionnière du 400 mètres haies, Madame Fatima Al-Fakher, parce que... Pionnière au 400 mètres haies, et puis première pour les Jeux Olympiques, ça a été avec Melika Hadri, ils ont été les premières Marocaines à participer à des Jeux Olympiques. C'est très important de se souvenir des pionniers et ceux qui ont tout déclenché. Et qui ont eu des résultats malgré toutes les difficultés de l'époque. Ça n'était pas facile en athlétisme. Vous savez, quand je suis arrivé à la Fédération d'athlétisme, le budget était de 137 000 dirhams par an. Oui, ça veut tout dire. Voilà. Oui. Alors, il y a eu Los Angeles, les Jeux Olympiques de Los Angeles, des souvenirs inoubliables. Et vous avez par la suite déclaré que, dans l'une de vos interviews, que Saïd Aoueta était la locomotive, que Nawal Moutaoukil, c'était l'heure surprise, parce que personne ne s'attendait à ce qu'elle décroche une médaille, et que les champions qui vont venir par la suite, Hichem Grouj, c'était pour la persévérance. Vous avez une longue histoire avec Hichem Grouj, vous étiez son coach quand vous étiez le coach de beaucoup d'autres champions. Et Nezhab Douane, la détermination. Ces quatre-là. Alors, ces quatre, mais on peut rajouter Ibrahim Boutayeb, Salah Issou, etc. Enfin, tous les grands noms de l'athlétisme marocain, Khalid Skah, etc. Donc, on peut être fier d'une cinquantaine d'athlètes qui ont marqué la scène internationale, une cinquantaine d'athlètes marocains qui ont marqué la scène internationale. Oui. Bien évidemment, quand vous citez Hicham, quand vous citez Saïd, quand vous citez Nzha, etc., vous citez les grands. Oui. Mais à côté, il y avait aussi d'autres athlètes qui ont fait notre gloire, qui nous ont permis, par exemple, de gagner des médailles au cross-country par équipe. Oui. Pour gagner une médaille par équipe, ça veut dire que vous avez derrière toute une squadre. Absolument. Véritable... Alors, quand vous êtes devenu directeur technique, comment ça se passait? Qu'est-ce qui a fait que le Maroc est devenu, on a commencé à parler de l'école marocaine de demi-fond. Vous avez des méthodes que beaucoup de fois n'aimaient pas, vous étiez attaqué. D'ailleurs, comment vous avez tenu? Parce qu'à un certain moment, c'était très dur, vous auriez pu jeter l'éponge. Ben oui, parce que est-ce qu'on est dans une société qui n'aime pas, une culture qui n'aime pas le succès, ou qu'est-ce qui s'est passé? Moi, j'ai toujours pensé qu'on était le plus grand parti contre le succès. Donc, parce que les 35 ou 36 millions de Marocains que nous sommes, nous avons eu quelques difficultés à accepter le succès et quand il ne vient pas de nous. En fait, j'accepte mon succès, mais je n'accepte pas le vôtre. C'est à peu près ça. Bon, mais ce n'est pas ça la question. La question est de savoir, est-ce que nous avons véritablement amené quelque chose au sport mondial? Oui, effectivement, nous avons amené quelque chose au sport mondial. C'est que nous avons révolutionné les méthodes d'entraînement. Il ne faut pas oublier que je suis de formation physiologiste. Et j'avais compris à l'époque que l'entraînement, ce n'était pas juste de la technique. Il fallait aller voir derrière ce qui se passe, dans le fonctionnement de l'organisme, etc., etc. Et j'avais compris aussi qu'il n'était pas possible de s'entraîner juste en copiant les autres. Oui. Et c'est là que j'avais une formule, quand les photocopieurs d'ailleurs sont arrivés, je me disais, une photocopie, parce qu'à l'époque, les photocopies, vous vous rappelez, quand il y avait le papier thermique, etc., donc les photocopies étaient toujours pâles, etc. Oui, c'est vrai. Donc je me disais toujours, on peut être que la mauvaise copie de quelqu'un d'autre. Donc je me suis dit, il faut réfléchir à ce qui convient le mieux, comme méthode de travail, comme intensité de travail, comme volume de travail, aux capacités des Marocains d'un côté, au climat que nous avons, à notre façon de vivre, à notre culture. Avec notre mois de Ramadan qui revient chaque année, etc. Et donc on a mis au point une façon de travailler en alternant les séjours en altitude et les séjours en bord de mer, etc. Voilà. Et ça a donné ce qui est aujourd'hui appelé l'école marocaine, qui
est restée déterminante dans le demi-fond mondial. Beaucoup de gens font exactement comme nous. Oui, il y a beaucoup de gens de l'Europe de l'Est ou d'ailleurs qui venaient s'entraîner au Maroc. Mais bien sûr. On avait 7, 8, 9, 10 nationalités en même temps à Ifrane. Des Roumaines et des championnes. Gabriela Szabo ne s'est préparée que chez nous. Les Algériens ne se sont préparés que chez nous. Oui, vous étiez aussi... Bon, vous avez mis en place une méthode propre aux Marocains, à leur physionomie, à leur capacité. Mais votre force aussi, c'est que vous aviez le flair, vous étiez un dénicheur de talent. Saïd Aoueta, c'est vrai qu'il y avait son entraîneur de foot, j'ai oublié son nom, le Fassi. Mais vous êtes allé le voir dans un cross. C'est pareil pour Hicham El Guerrouj. C'est un athlète qui s'appelle Sosé, Driss Sosé, qui est un cadre aujourd'hui, puisqu'il a fait des études. C'est un entraîneur aussi de très haut niveau, qui était licencié dans mon club, donc à l'Olympique marocain, qui m'a parlé d'un jeune qui s'appelle Saïd Aoueta, qui serait très bon, etc. Vous êtes allé le voir, parce que vous vous déplaciez. Avec Arhali, le directeur de notre club, on s'est dit, on va aller voir ce jeune, si jamais il est bon, on le prend pour notre club. Et effectivement, on a été lui rendre visite à Fès et on l'a fait signer à l'Olympique marocain et on l'a ramené à Rabat. Et c'était pareil pour Hicham El Guerrouj, parce que Hicham El Guerrouj, quand vous lui avez dit qu'à un moment, vous allez courir en dessous de 3,26, lui-même... C'était ça aussi. On avait un championnat du Maroc à Asfi, à l'aéroport de Safi. Pour ceux qui ne savent pas, à Safi, il y avait un aéroport. Oui. Et donc, on avait un championnat du Maroc de cross-country. Et puis, je vois dans les cadets passer un jeune, mais alors là, une élégance fantastique, une façon de courir. J'étais dans les 10-15 premiers. Donc, j'envoie des gens qui travaillent avec moi. Je n'aime pas dire collaborateur, mais un collègue. Je lui dis, va chercher le petit jeune. Il le ramène, je lui dis, ça se cra? Il m'a dit oui. Ça se cra mzien? Il m'a dit, chouïa. Je lui dis, bon, si jamais tu m'as reconnu, Arftini, il m'a dit non, bien sûr qu'il ne pouvait pas me reconnaître. Je lui dis, si jamais tu décides de te consacrer à l'athlétisme, reviens me voir à Rabat, à l'Institut national d'athlétisme, à l'École nationale d'athlétisme à l'époque. Et quelques mois après, il est venu. Donc je le vois arriver et je me dis, tiens, c'est le jeune que j'ai vu à Safi. Et ça m'a fait peur parce qu'il était très jeune. Et je lui dis, mais tes parents sont d'accord pour que tu viennes? Parce que je n'avais pas eu de contact ni avec un responsable, ni avec... Parce qu'on ne peut pas quand même prendre un jeune juste comme ça dans la rue et le ramener à l'institut. Je lui dis, il me dit, ouais. Oui, parce que, Berkane. Et ça ne m'a pas... Disons, je n'étais pas en confiance. Donc je lui dis, il faut que tu m'amènes un document signé de ton papa et légalisé, comme une autorisation, comme quoi il t'autorise à venir rejoindre l'École nationale d'athlétisme. Et alors, la détermination de Hicham, en ça, il est juste fantastique. Il est reparti à Berkane, ce qui n'est pas facile, pour ramener ce document, et il l'a ramené. Et j'espère bien que le document soit encore à la fédération, parce que c'est quand même un point de départ de quelque chose. C'est un document historique. Avant qu'on passe et qu'on voit quelques courses que vous avez demandé de revoir et qu'on revoit nous, pour que ça nous rappelle, je vais vous demander, parce qu'il y a une rubrique, on vous demande de choisir 3 photos. C'est la rubrique triptyque et on va découvrir ce que Aziz Daouda, les photos qu'il a choisies en particulier. La première photo, on va la découvrir. Aziz Daouda, pourquoi cette photo? C'est une photo où vous êtes tout seul. Pour moi, ça ne signifie pas grand-chose. Pourquoi cette photo? Pour moi, elle signifie beaucoup, paradoxalement. En fait, c'était en 2004, aux Jeux Olympiques d'Athènes, et c'est à l'arrivée de Hicham El Guerrouj pour sa 2e médaille qu'il avait gagnée, parce qu'il faut rappeler qu'il avait gagné le 1500 mètres et qu'il a couru le 5000 mètres aussi. Et là, il venait à cet instant-là de gagner le 5000 mètres. Et bien évidemment, c'était l'extase, c'était le soulagement. En fait, je ne sais pas. Surtout qu'il avait eu beaucoup de malchance pendant longtemps. Et je ne sais pas comment décrire la sensation qu'on a à ce moment-là. Je lève les bras comme ça parce que, en fait, remercions Dieu. Et c'est à ce moment-là que je me suis dit, it's the end, c'est la fin, j'arrête. Parce qu'il faut rappeler que vous étiez parti de la direction technique
Et vous êtes revenu. En fait, j'étais parti parce que les choses commençaient à mal tourner. Mal tourner, oui. Beaucoup de friction, pas avec les athlètes, pas en athlétisme, oui. Au sein de la fédération. Donc il y avait du parasitage à la fédération, des gens qui se prenaient pour ce qu'ils n'étaient pas. Et donc je suis parti en 2000, juste après les Jeux de Sydney, après avoir remporté 4 médailles olympiques. Il faut rappeler que c'était la plus grosse moisson du Maroc, Sydney 2000. Donc j'avais décidé d'arrêter, je suis parti tranquillement. On m'a fait revenir. Je ne raconterai pas l'épisode parce que c'est quand même un peu plus... Et quand je suis revenu, l'échéance, c'était de préparer 2004. Et 2004, donc début 2004, début de la préparation, Hicham tombe malade. Je ne sais pas, les gens se rappelleront plutôt que c'était la première année où Hicham allait perdre une course. Il a couru à Rome, il perd un 1500 mètres, etc. Donc, il avait eu des difficultés de respiration, une allergie invraisemblable, inexpliquée d'ailleurs, avec beaucoup de problèmes. Et donc, vous savez, au niveau des sportifs, dès qu'il y a un petit pépin physique, il est très vite psychologique. Oui. Donc, très vite, c'est la catastrophe. Et il a fallu remettre Hicham sur les rails, difficilement, mais on a réussi. Et avec le défi de vouloir faire les deux courses, c'est-à-dire le 1500 mètres et le 5000 mètres, chose qu'il avait faite une année auparavant à Paris, mais qu'il n'avait pas réussi. À Paris, il avait gagné la médaille d'or et la médaille d'argent. La médaille d'or du 1500 mètres et la médaille d'argent du 5000 mètres. Et là, pour les Jeux Olympiques, on voulait les deux médailles parce qu'on avait été à l'origine du changement du programme de la Fédération internationale pour pouvoir faire ça, parce que ça n'était pas possible. Le programme d'avant 2003 ne le permettait pas. Et donc on avait intervenu auprès de la Fédération internationale pour changer de programme, pour lui permettre à Hicham de faire les deux courses. Et donc, arrivé là, il fallait absolument que Hicham sorte avec une médaille olympique, parce qu'on le sentait que c'était ses derniers Jeux. Oui. L'âge faisant et les choses de la vie, c'est pas facile quand même, parce que ça faisait longtemps que Hicham courait déjà. Et l'usure, le temps. Et à ce moment-là, quand je suis revenu, j'ai trouvé que les choses avaient changé à la fédération et pas en bien. Beaucoup de choses ne marchaient pas très bien, beaucoup de gens qui s'immisçaient de ce qui ne les regardait pas, un peu à la marocaine. Oui. Et donc j'ai préservé un peu mes athlètes, parce que je disais toujours qu'à l'intérieur du grillage, c'est moi qui commande, à l'extérieur, vous pouvez faire ce que vous voulez. À l'intérieur du grillage, c'est-à-dire à l'intérieur de l'Institut, parce que l'Institut est grillagé. Il y a une clôture autour grillagée. Et donc j'ai préservé mes athlètes, on a été au jeu. Hicham a été fantastique, Hasna Ben Hassi a été extraordinaire. Et au moment où Hicham a fait ce geste, donc de 2 médailles, je me suis dit, baraka. Et ça m'est venu en anglais. Quand je dis « it's the end », sincèrement, c'est comme ça que je me suis dit. Oui. J'étais déterminé à arrêter. Parce que je ne pouvais plus supporter toute cette pression qu'il y avait. Oui. Parce que, vous savez, quand vous dirigez des athlètes comme ça, vous devez les préserver. Et quand vous êtes attaqué de partout, si vous ne les protégez pas, le système s'écroule. D'ailleurs, vous avez protégé Hicham El Guerrouj pour avoir une carrière plus longue que Saïd Aoueta, parce que Saïd Aoueta, il a un peu... C'est un athlète fantastique, c'est lui le... Non, avec du temps de Saïd Aoueta, on n'avait pas beaucoup d'expérience. Absolument, mais il a fait une carrière beaucoup plus longue. Alors, une chose c'est que tous les athlètes qui étaient en équipe nationale ou qui avaient le niveau de l'équipe nationale n'avaient pas le droit de faire plus qu'un certain nombre de courses par an. Oui. Ce qui faisait durer leur carrière. Je disais, c'est très simple. Ou tu cours 20 courses en une année, et c'est fini. Oui. Ou tu cours 7 ou 8 courses en une année, et tu peux courir 10 ans. Absolument. On va voir, parce qu'il ne reste pas beaucoup de temps, il reste beaucoup de choses. On va voir la deuxième photo que vous avez choisie. C'est celle-là. Pourquoi cette photo? Alors celle-là, comme c'est écrit en haut, l'Association nationale de la presse sportive m'avait invité pour me remettre un trophée. Donc j'arrive au théâtre Mohamed V, tranquillement, je suis assis parmi les invités. À un moment donné, on m'appelle, je monte pour recevoir mon trophée. Et au moment où je recevais le trophée, je vois arriver des deux côtés des coulisses les athlètes, portant un t-shirt avec ma photo où ils me remercient. Avec Nzha Bidouane, que vous voyez, tous les Zahra Ouaziz, etc., Hasna Ben Hassi. Sincèrement, ça m'a... Oui, c'était un moment... À chaque fois que je revois cette photo, je suis ému.
Oui. Je me suis dit, cette reconnaissance-là, oui, ça touche, oui, ça n'a pas de prix. La troisième photo, c'est une photo en lien avec la première. On va voir tout de suite la troisième, c'est celle-là. Alors, en 2006, je quitte la fédération, fin 2005, oui. début 2006. Et la semaine même, je suis nommé directeur technique de la Confédération africaine. Un mois après, j'étais à Lomé, inspectant un centre d'entraînement que je venais de créer à Lomé, enfin que la Confédération avait créé à Lomé, que je venais inspecter. Oui, D'ailleurs, la semaine prochaine, je vais au Cap-Vert ouvrir un autre centre d'entraînement. Un autre centre d'entraînement. Donc, vous n'avez pas fini avec l'athlétisme, en fait, vous avez arrêté. Au niveau africain. Absolument, au niveau africain. Une question avant qu'on revoie pour le plaisir de courses qui vous tiennent à cœur, oui. Pour nous. Beaucoup d'eau a coulé sous les ponts depuis 2006. Est-ce qu'il reste encore quelques plaies ouvertes? Il y a une chose que je regrette. Je ne la regrette pas pour moi. C'est le nombre de jeunes Marocains qui vivaient de l'athlétisme, qui gagnaient leur vie de l'athlétisme, en faisant des courses partout dans le monde, en gagnant des meetings partout dans le monde. Ça rapportait de l'argent au Maroc aussi en devise. C'est un travail, parce que c'est du professionnalisme. Ça donnait du travail à des jeunes talentueux, mais ça ramenait aussi des devises au Maroc. Oui, c'est ça que je regrette. Mais votre carrière, pas votre carrière, l'athlétisme au Maroc, vous avez fini en apothéose. On va voir la course de Hicham El Guerrouj. On va voir le record de 1997. Ça, c'est les Jeux Olympiques. Oui. Ça, c'est la fameuse la deuxième médaille de Hicham. Vous savez, c'est logique. Hein. Au vu de la course, il n'y a rien à dire. Je crois qu'il y a une grosse erreur de la part de Bekele. Et... Ils lui ont offert. Hein. Ils lui ont offert. En fait, le commentateur se trompe. Ce n'est pas une erreur de Bekele, c'est un génie de Hicham. C'est la stratégie qu'on a mise sur lui qui a marché. C'est le commentaire des... Oui, oui. Et une deuxième course, on va voir Nezhab Douane. On va voir Hicham, peut-être aussi, dans son record. Oui. D'accord. Ça, c'est Nza, au championnat du monde de 1997. 97. Alors, pourquoi cette course est importante? C'est une course qui a chamboulé le 400 mètres et pour les hommes et pour les femmes. On a mis une stratégie, c'est-à-dire une stratégie sur laquelle on avait travaillé pendant 3 ans. En fait, on avait compris que le 400 mètres était une course de rythme et non pas une course de vitesse. Ah. Et que le mieux, au lieu de courir très vite, il fallait plutôt répartir son effort sur les 10 haies, parce qu'il y a quand même 10 haies à passer. Et donc, on a travaillé sur ça. Et arrivé à ce niveau, bien évidemment, on se pose des questions. Est-ce qu'on a vraiment fait le bon choix? Parce que là, c'était les meilleurs du monde, avec Kim Batan qui avait le record du monde, Deon Mix qui était champion olympique, etc. C'est le Gotha mondial. Et on arrive donc à cette compétition avec cette stratégie-là, et on se dit, bien évidemment, pour Nza, c'était sûr, dans sa tête. Mais moi qui avais mis cette stratégie sur pied, je me posais des questions. Est-ce que j'avais fait le bon choix? Après, c'est devenu un cas d'école. Un cas d'école. Aujourd'hui, tout le monde court de cette façon. De cette façon. Immense champion Nezhab Douane, des qualités humaines extraordinaires. Et il y a une autre course que vous avez envie de voir, et nous aussi, celle du record du monde, si on peut l'avoir, de Hicham El Guerrouj, celle du 1500 mètres, je crois, celle-là. Ah non, celle-là, c'est la finale des championnats du monde. C'est la finale des championnats du monde. De 99. De 99. On va peut-être voir juste l'arrivée. Et on va passer... Alors là, Hadi. Alors, cette course, pourquoi elle est importante? C'est Hicham avec Adil Kouch. Parce que, en fait, dans cette finale, nous, on avait 2 athlètes. Elle se passait en Espagne, il ne faut pas l'oublier, et l'Espagne est une puissance mondiale. C'était la puissance européenne en matière de 1500 mètres. Les Espagnols étaient 3. Et donc, forcément, les Espagnols avaient leur stratégie, ont développé une stratégie, et nous aussi, il fallait qu'on développe quelque chose. Donc, il y avait beaucoup d'intimidation. Par exemple, ils sont venus dans notre hôtel tenir une conférence de presse avec leurs 3 athlètes. Une façon de nous intimider. Ils ont rempli l'hôtel de journalistes, etc. On ne pouvait même pas aller au restaurant parce que... Bon, ils nous ont mené une petite guerre psychologique. D'accord. Bien évidemment que nous, on n'était pas aussi comme on dit. D'accord. Donc nous, on avait Hicham et on avait un tout jeune qui venait d'être l'année d'avant champion du monde junior, qui était Adil Kouch. Je me suis dit, bon, si on peut faire quelque chose avec les 2, on le fait. Donc j'ai réfléchi, on a mis au point quelque chose, une stratégie en demandant à Hicham, parce que Hicham, moi d'abord d'être calme, etc., parce que c'est des moments où il faut être d'un calme extraordinaire, et qu'on allait utiliser Adil Kouch, qui n'avait aucune chance de gagner de médaille,
et que tous les concurrents allaient mésestimer. Donc, le fait de le sous-estimer lui donnait une certaine liberté. Oui. Nous avons profité de cette liberté en demandant à Adil Kouch d'aller mener, au bout de 400 mètres, 450 mètres, d'aller vers l'avant de la course et d'attendre que Hicham vienne à son niveau, parce que les autres, quand ils allaient le voir passer, ils vont se dire, bon, le petit jeune, ce n'est pas un problème. Hicham allait tranquillement, mais vraiment tranquillement, venir à son niveau, et au moment où Hicham arrivait à son niveau, d'accélérer, de créer un gap, donc un gap entre Hicham et les autres. Et c'est ce qu'on a fait, et ce gap a duré jusqu'à la fin. Conclusion, les victoires, elles ne viennent pas au hasard, il n'y a pas de chance. C'est du véritable tactique de guerre. C'est ce que les gens ne comprennent pas. C'est du travail. C'est du travail, c'est des années de travail. Une dernière rubrique, l'avant-dernière. Il y a tellement de choses à dire parce que votre carrière est longue. Des champions, vous en avez coaché, déniché des pépites. S'il y a une date, si vous deviez retenir une date parmi les nombreuses dates et les nombreux événements marquants que vous avez vécus, est-ce que vous pouvez ou est-ce que c'est difficile ? C'est difficile, mais moi, j'ai toujours pensé qu'il y avait les dates les plus importantes, c'était celle du départ de quelque chose, du point de départ de quelque chose. Et je pense que la création de l'École nationale d'athlétisme a été quelque chose de déterminant pour le Maroc. C'est une date extrêmement importante. Est-ce que vous pensez qu'il est possible aujourd'hui de ressusciter, ou en tout cas, on va être gentil, de réanimer l'athlétisme marocain ? Je pense qu'il faut partir sur de nouvelles bases, avec de nouvelles gens, avec une stratégie, une nouvelle stratégie, une vision, et se doter des moyens de... Je ne parle pas des moyens matériels, alhamdoulilah, c'est pas ce qui manque au Maroc, on ne manque plus de moyens matériels. Donc, de se doter des moyens organisationnels, managériels, de façon à ce que les athlètes, qu'il y ait une bonne prospection, donc aller dénicher les talents, les ramener, les mettre dans une véritable structure de préparation. C'est pas un internat, c'est pas une prison, c'est pas un hôtel, c'est un centre de préparation. Ça a des spécificités avec les cadres qu'il faut. N'importe qui ne peut pas devenir cadre du jour au lendemain sans formation. Il faut de la formation et de l'expérience avec un bon management, top management, et on peut reprendre. Mais il faut attendre 5-6 années au moins. 5-6 années, c'est sûr, pour les préparer. Très brièvement, avant de passer au chef-d'œuvre, vous avez eu une deuxième vie, vous avez eu beaucoup de vie. Vous êtes devenu chroniqueur, d'abord à Radio Marc, et puis il y a une aventure à MFM. Je rencontre Lino Bacco qui me propose de venir dans une émission qu'il allait lancer. Et donc, je dis d'accord, je ne savais pas. C'est une aventure pour moi, j'arrive et on fait Mars Attack, qui a été une émission. Je l'ai fait pendant 7 ans avec Lino Bacco et Co. Et c'est une émission qui avait beaucoup de succès. Mais là, depuis 6 ans maintenant, je fais partie de l'équipe de décryptage, qui est statistiquement la première émission talk-show du Maroc, tous médias confondus. Et vous prenez beaucoup de plaisir, et on le sent quand on écoute l'émission. Oui, effectivement, parce que d'abord je côtoie des gens formidables. Oui. C'est Abdelaziz Armani, c'est Haddad, c'est Fakir maintenant. Donc des gens formidables, et nous sommes dans une radio de proximité. Exactement. Où on parle des problèmes des gens en vulgarisant ce qui est la politique. Voilà, c'est ça que nous faisons. C'est ça le plus important. On va passer à la dernière rubrique, celle du chef-d'œuvre. Et c'est pas grave, même si le temps déborde. On va voir vous avez choisi 2 chefs-d'œuvre. On va voir le premier chef-d'œuvre. Vous allez nous dire pourquoi. C'est la première version, celle de 1974, il faut le préciser. C'est la deuxième, parce qu'il y a eu une version avant. Il y avait une version avant. C'est celle de Robert Redford. Mais celle de Robert Redford, tout particulièrement. Joseph Clayton, scénario Francis Ford Coppola. Ouais, ce film, j'ai dû le voir peut-être 100 fois, je ne sais pas. À chaque fois que j'ai l'occasion de le voir, je le vois. Pour moi, c'est le summum de l'art cinématographique. Il y a tout dedans. Il y a l'histoire qui est fantastique. Il y a le romantisme que suscite l'histoire, il y a l'intrigue, il y a tout. Et il y a la technique de l'époque, la technique color qui est fantastique. Absolument, regardez les images sont magnifiques. Vous avez choisi un deuxième chef-d'œuvre exceptionnellement parce qu'on vous aime beaucoup. Ah, on va le passer. C'est celui-là.
Alors, Tchaïkovski, Le Lac des Cygnes. On va écouter un petit extrait. Pourquoi Aziz Daouda ce choix? Alors, j'ai découvert le Lac des Cygnes en Roumanie. Tout à l'heure, je vous ai parlé de culture. Les étudiants étrangers avaient la possibilité d'avoir des billets facilement pour l'opéra, pour les activités culturelles. Et à chaque fois qu'il y avait le Lac des Cygnes, il y avait une grande danseuse qui s'appelait Popa Magdalena, qui était fantastique. Puis le Bolchoï, etc., qui est aussi venu se produire à Bucarest. À chaque fois qu'il y a eu le Lac des Cygnes, j'ai été le voir. La musique de Tchaïkovski, cette musique notamment du Lac des Cygnes, me transportait. Oui. Et je vais vous étonner, ça m'a fait aimer la musique d'Abdel Toukali. Ah. Les intros d'Abdel Toukali, pour moi, elles sont du même niveau que ça. Ah oui, il devait écouter beaucoup de musique. Abdel Toukali écoute beaucoup de musique. Beaucoup de musique classique. Je ne sais pas si vous écoutez par exemple l'intro de Arar Alik. Oui. Vous allez être transporté de la même façon. Alors, le Lac des Cygnes, c'est une œuvre intemporelle et c'est le ballet le plus dansé dans le monde jusqu'à aujourd'hui. Qui a mal commencé. Vous savez que quand Tchaïkovski l'a écrit, on lui a demandé de l'écrire, d'ailleurs, ça a été une commande. Hein. Oui. Il avait touché de l'argent pour ça. Et quand il l'a écrit, la personne qui l'a mis en scène n'a pas réussi à le faire et donc ça n'a pas marché. Oui. Puis il y a eu des bides, il y a eu des problèmes. Et c'est après la mort de Tchaïkovski, bien après, qu'il y a eu cette version qui est là. Comme la majorité des grandes œuvres, ce sont des œuvres après la mort, des œuvres posthumes. Aziz Daouda, merci beaucoup pour ce moment. On n'a pas vu le temps passer, on aurait pu discuter pendant des heures et des heures. Merci beaucoup pour votre générosité. C'est moi qui vous remercie de m'avoir choisi pour cette première et je vous souhaite beaucoup de succès. Merci beaucoup Aziz Daouda et à très bientôt j'espère. Inch'Allah. Madame, Monsieur, merci beaucoup de nous avoir suivis. Bonne suite des programmes sur Média TV et à la semaine prochaine.